Deux inconnus mesuraient le salon de ma grand-mère. Ils disaient que sa maison était déjà vendue. Mais mamie me regardait avec peur. Elle n'avait jamais dit oui. Quand je suis rentrée des courses, deux inconnus mesuraient le salon de mamie. Un homme écrivait des chiffres sur une tablette. Une femme mesurait la grande fenêtre près du jardin. Elle parlait déjà de nouveaux rideaux pour les futurs propriétaires. Mamie Lucie était assise dans son fauteuil. Elle tenait sa tasse froide avec deux mains et me regardait sans comprendre. Nous préparons la dernière visite, a expliqué l'homme. Puis il a ajouté que la maison était déjà vendue. Mamie a posé sa tasse. Je n'ai jamais vendu ma maison, a-t-elle dit d'une voix très claire. J'ai demandé aux deux personnes de ranger leurs appareils. Elles ont appelé leur agence, puis elles sont sorties dans le jardin. Je m'appelle Élise et j'ai 29 ans. Depuis 5 mois, j'habite avec ma grand-mère dans sa maison à Angers. En mars, mamie était tombée dans l'escalier. Elle n'avait rien cassé, mais elle avait peur de rester seule. J'ai quitté mon petit appartement et repris mon ancienne chambre. Je pouvais travailler à distance 3 jours par semaine. Chaque matin, je préparais le thé et les médicaments. Mamie ouvrait les volets pendant que je faisais griller le pain. La maison était belle, mais le toit avait besoin de travaux. Quand il pleuvait, une petite tache apparaissait au plafond. Un artisan avait proposé un prix important. Mon oncle Marc répétait que mamie ne pouvait pas payer cette somme. Un dimanche, Marc et ma tante Claire sont venus déjeuner. Ils avaient posé plusieurs brochures d'appartements sur la table. Claire parlait d'une résidence calme avec un ascenseur. Tu serais en sécurité et jamais seule, disait-elle à mamie. Mamie avait regardé les photos, puis elle avait fermé les brochures. Peut-être un jour, mais pas maintenant, avait-elle répondu. Marc n'était pas content. Il répétait que la maison était trop grande, trop chère et dangereuse pour une femme seule. Elle n'est pas seule, ai-je dit. Marc a répondu que ma présence n'était peut-être qu'une solution temporaire. Je comprenais leur peur. Mais je pensais que la peur devait ouvrir une conversation, pas fermer la décision. Le lundi suivant, je suis partie acheter du lait et des fruits. Mamie devait rester seule pendant seulement 30 minutes. Quand je suis revenue, une voiture grise était devant le portail. Une petite pancarte d'agence reposait sur le siège arrière. La porte d'entrée était ouverte. J'ai entendu des voix dans le salon et le bruit d'un mètre contre le mur. L'homme s'appelait Monsieur Renaud. Il travaillait pour une agence et croyait que toute la famille était d'accord. Il m'a montré un message de Marc. Le rendez-vous avait été confirmé pour mesurer les pièces avant la signature finale. Sur la table, Monsieur Renaud avait posé un dossier rouge. Le nom de mamie apparaissait sur la première page. Madame, voulez-vous vendre cette maison ? A-t-il demandé. Mamie a répondu non sans hésiter. Monsieur Renaud a immédiatement arrêté son travail. Il a appelé Marc et lui a demandé de venir expliquer la situation. 20 minutes plus tard, Marc est entré très vite. Il semblait fâché contre moi, contre l'agence et contre toute la maison. Maman a signé les documents, a-t-il déclaré. Selon lui, la vente était légale et presque terminée. J'ai ouvert le dossier rouge. La signature ressemblait bien à celle de mamie, avec son grand L et sa petite ligne. Mais la date m'a arrêté. Mamie avait signé le document le matin de sa sortie de l'hôpital. Mamie se souvenait de ce matin.
Marc et Claire lui avaient apporté un dossier au milieu des papiers médicaux. Ils avaient parlé du devis pour le toit. Mamie croyait donner à Marc la permission d'organiser seulement les travaux. Marc a baissé les yeux. Il a reconnu que le dossier contenait aussi un mandat pour mettre la maison en vente. Nous avons tout expliqué, a-t-il dit. Mamie a répondu qu'elle était fatiguée et qu'il parlait trop vite. Claire est arrivée à son tour. Elle a confirmé qu'elle voulait éviter une nouvelle chute et une dette pour le toit. Nous voulions te protéger, a-t-elle dit. Mamie a serré les lèvres, blessée par ce mot. Vous avez protégé votre solution, a répondu Mamie. Moi, je n'ai pas choisi cette solution. Marc avait peur de perdre l'argent de la maison dans les réparations. Claire avait peur de retrouver Mamie blessée. Moi aussi, j'avais peur. Mais j'étais surtout en colère parce que personne n'avait écouté la réponse de Mamie. Après le départ de l'agence, Mamie et moi avons cherché les papiers du toit. Nous voulions comprendre exactement ce qu'elle avait signé. Dans le bureau, un tiroir contenait les factures de la maison. Chaque facture était rangée dans une enveloppe avec une date. Nous avons trouvé le devis original du couvreur. Il avait 4 pages et ne parlait jamais d'une vente. Derrière le devis, une grande enveloppe portait l'écriture de Claire. Dessus, elle avait noté « Travaux de maman ». À l'intérieur, une copie du dossier signé était pliée en 2. La première page parlait bien du toit. La page suivante portait un autre titre, Mandat de vente. Cette page n'avait jamais été montrée séparément à Mamie. Une phrase disait que le propriétaire comprenait chaque page. Mamie a touché les mots avec son doigt. Je pouvais lire, mais je n'avais pas mes lunettes, a-t-elle dit. Et je vous faisais confiance. Au fond de l'enveloppe, j'ai trouvé la carte de Maître Laurent. Nous avons appelé son étude avant la fermeture. Maître Laurent a proposé un rendez-vous le lendemain. Elle voulait d'abord parler seule avec Mamie, sans notre famille. Dans son étude, Mamie s'est assise dans une petite salle claire. Je l'ai attendue dans le couloir pendant 30 minutes. La notaire a expliqué à Mamie ses droits avec des phrases simples. Elle lui a aussi donné le temps de poser chaque question. Pour continuer la vente, Mamie devait confirmer sa décision librement. Elle a dit qu'elle ne voulait pas vendre maintenant. Maître Laurent a contacté l'agence et les acheteurs. La vente a été arrêtée avant la signature finale. Les acheteurs étaient déçus, mais ils ont compris. Monsieur Renaud s'est excusé de ne pas avoir parlé directement à Mamie plus tôt. La notaire a demandé que chaque nouvelle décision soit expliquée à Mamie seule d'abord. Notre famille pouvait aider ensuite. Marc voulait encore parler d'argent. Maître Laurent lui a répondu doucement, les risques sont réels, mais le choix reste le sien. Le soir, nous nous sommes réunis autour de la table. Cette fois, personne n'avait apporté de contrat à signer. Mamie a reconnu qu'elle avait peur de tomber encore. Elle ne voulait pas non plus me demander de rester pour toujours. J'ai expliqué que je pouvais rester plusieurs mois, mais pas porter seule toutes les responsabilités. Dire cela était difficile. Nous avons écrit plusieurs solutions sur une grande feuille. Pour la première fois, Mamie tenait le stylo. Claire a proposé une aide à domicile 2 matinées par semaine. Mamie a choisi les jours qui lui convenaient. La maison avait une chambre vide au rez-de-chaussée. Une étudiante infirmière cherchait justement une chambre calme dans le quartier. Marc a appelé 3 artisans pour comparer les prix.
Nous avons gardé seulement les travaux urgents du toit et de l'escalier. Mamie a choisi de garder sa maison pendant 1 an. Après cette année, elle regarderait les résidences sans aucune pression. 2 semaines plus tard, Léa est arrivée avec 2 valises et une plante verte. Elle louait la petite chambre du bas. Le premier soir, nous avons mangé une soupe et du pain. Mamie a raconté une histoire, et Léa a beaucoup ri. Marc est venu installer une nouvelle rampe dans l'escalier. Il a travaillé en silence, puis il a demandé pardon à sa mère. Claire a organisé les rendez-vous médicaux avec Mamie. Elle venait maintenant chaque mercredi au lieu d'appeler seulement de loin. Au printemps, la tache du plafond avait disparu. La maison n'était plus un problème à vendre, mais un lieu à organiser ensemble. J'ai compris qu'aider une personne, ce n'est pas choisir à sa place. La vraie aide lui rend sa voix. Merci d'avoir écouté cette histoire. Aider une personne, ce n'est pas choisir à sa place. Quelle décision doit toujours rester personnelle? Écris ta réponse dans les commentaires et abonne-toi. À très bientôt.